Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de théâtre et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir la comédienne et dramaturge Martine Amsili. Martine Amsili, bienvenue dans Berbère Télévision. Bonjour, merci. Je vous en prie. Donc, Martine Amsili, vous venez de jouer donc une pièce de théâtre très émouvante intitulée « Lettre de Westerbork ». Donc, c'était au théâtre du Gymnase à Paris. Qu'est-ce que raconte cette pièce? Alors, Lettre de Westerbork est une histoire autour de la Shoah. Ethel Soum était une déportée qui va absolument rester dans le camp pour aider son peuple. Elle va signer et être résidente du camp. Elle est une assistante sociale et il est hors de question pour elle que de rester dans le camp. C'est une histoire véridique, n'est-ce pas? C'est une histoire vraie. Je disais tout à l'heure, il est hors de question pour elle de rester dans le camp sans aider son peuple. C'est-à-dire qu'en fait, il est important pour elle d'y rester en tant que résidente et d'aider toutes ces personnes parce que c'est son métier. Et elle va de son propre gré, de sa propre initiative. Absolument, de sa propre initiative. Elle avait la possibilité de se sauver, elle avait la possibilité d'être cachée par ses amis. Elle décide de rester et de devenir résidente du camp. Donc c'est Eti Helsum, c'est ça? C'est Eti Esther, c'est le diminutif d'Esther. D'accord. Et son nom de famille c'est Ilsum. Ilsum. Et donc vous avez fait une sélection de ces lettres et vous les avez jouées, c'est ça? Absolument, j'ai fait une adaptation de ces lettres, 1h15 pour le théâtre, et j'en ai fait une pièce de théâtre et nous jouons avec Emmanuel Galabru cette pièce depuis 2012. Et donc cette pièce, je disais tout à l'heure, portait beaucoup d'émotions parce que ça parle quand même d'un épisode de l'histoire humaine où la barbarie a réussi quand même à défaire les autres valeurs humaines, n'est-ce pas? Et dans la pièce, on ressent effectivement ce drame. Vous jouez de manière très forte devant un décor très sobre et vous m'avez dit tout à l'heure, tout le décor appartient réellement à cette époque? Absolument, le décor a été choisi avec vraiment des éléments qui appartenaient à Ethel Soum, avec tout ce qui faisait la cuisine, tout ce qui faisait la musique, tout ce qui faisait les fleurs. Voilà, tout ce qu'il y avait dans ce camp, nous l'avons réuni. Nous avons été chercher chez les brocanteurs des choses qui appartenaient aux années 43. Vous avez même trouvé des chaussures de l'époque? Absolument, des chaussures avec de la semelle en bois. Et comment est-ce que vous avez quand même pu trouver tout ça? C'est encore facile à trouver ce genre de choses bien des années plus tard? Oui, avec le talent d'Émilie Azoulay, qui est notre scénographe, oui. Nous avons tenté de réunir toutes ces choses-là. Et Émilie a cherché à Avignon et ailleurs, chez les brocanteurs, des éléments qui appartenaient aux années 1943, les robes, les chaussures, les chaussettes, voilà, les éléments de cuisine aussi et de bureau également. Mais dans l'histoire réelle, donc Iti arrive le 30 juillet 1942, donc dans ce camp qui se trouve en Hollande. Absolument, à Westerbork, c'était un camp de transit. C'est-à-dire un camp de transit, les gens venaient, ils étaient presque internés avant d'aller vers des endroits encore plus désastreux pour eux? Oui, c'était vraiment un endroit où on savait qu'on allait terminer à Auschwitz, malheureusement. Malheureusement. Et puis, donc, vous me disiez tout à l'heure, il y a quand même un peu de musique dans cette pièce. Oui. Et c'était une musique qui a existé aussi? Oui, d'un groupe musicien. Et j'ai trouvé cette musique sur Internet. Et nous l'avons utilisée pour ce spectacle. Vous me disiez, c'est une musique qu'on a joué, enfin, qu'on faisait entendre oui. Aux gens qui étaient dans le camp, c'est ça? Aux déportés. Absolument. Aux déportés. Et dans la pièce, il y a quand même une chronologie. Hein, il y a des choses qui se passent. Hein, et il y a même une vie dans ce camp. Tout à fait. Il y a une vie parce que les personnes n'ont pas le choix.
Elles sont là, elles survivent, elles ont un peu de vivres qui leur viennent de l'extérieur, elles reçoivent un peu de pain, de fromage, de beurre pour pouvoir survivre. Mais la vie doit avoir lieu. Et Tilsoum mettait des fleurs tous les jours sur son bureau pour dire que voilà, la vie devait continuer. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'elle s'est levée avec Dieu, c'est qu'elle cherchait vraiment dans le creux de Dieu quelque chose qu'elle n'avait pas. Et elle met en scène ce camp, elle réinvente une histoire parce qu'elle voulait être une artiste, elle voulait être un auteur, et elle y trouve même de la poésie en écrivant des lettres absolument magnifiques. En tout cas, elle avait une belle énergie. Elle dit par exemple, d'une façon ou d'une autre, je sais déjà tout, et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens à chaque instant. Tout à fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Elle avait cette force qu'elle trouve en Dieu, et surtout, elle voit plus les atrocités de la guerre défilent devant ses yeux, plus elle a une foi indestructible pour l'homme et une foi jamais démentie en Dieu. Voilà, c'est-à-dire que plus les atrocités sont là, et plus elle aime les hommes et Dieu. C'est incroyable, comment est-ce qu'on peut être comme ça? Il faut avoir une force de l'intérieur, une force d'âme extraordinaire. Absolument. Ce qui est assez incroyable chez Tilsoum, c'est qu'elle est tout amour. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'amertume. Elle dit ce n'est pas la faute de Dieu si nous sommes dans ce camp, mais notre propre faute. Comment comprendre une telle chose? On peut toujours s'élever contre tout ça, et même contre le Créateur, quand on voit tant de barbarie quand même. Oui. C'est magnifique. En tout cas, on ressent tout ça dans cette pièce, donc que vous avez déjà joué à Avignon, me semble-t-il, en 2012, en 2013. Et comment a été la réaction des spectateurs? C'était assez extraordinaire parce que pour la première fois, à la fin du spectacle, les gens applaudissaient et nous disaient merci. J'ai créé d'autres spectacles dans ma vie, mais celui-là est un spectacle assez extraordinaire parce que les gens disent merci. Ils sont touchés, c'est clair. Par tant d'humanité dans un contexte absolument difficile, douloureux, atroce. Donc cette humanité qui monte du cœur des Tilsoum et qui va directement dans le cœur des spectateurs est quelque chose d'incroyable. Elle a un don d'elle-même assez magnifique. Et donc dans la pièce, vous êtes deux et vous vous partagez un peu les lettres, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai créé cette adaptation, il y a pour moi deux Tilsoum dans le camp. Il y a la Tilsoum qui va et qui vient, qui sort du camp, et celle qui signera et qui restera dans le camp. Emmanuel Galabru incarne celle qui va et qui vient, et moi je suis celle qui est dans le camp, celle qui reste dans le camp. Mais en même temps, il pourrait y en avoir 1000. D'autres? Oui. Comment? Dans quel sens? Eh bien, il pourrait y avoir une Tilsoum qui se lève le matin, qui prie. Il pourrait y avoir une Tilsoum qui s'agenouille. Il pourrait y avoir une Tilsoum qui aide une femme malade. Il pourrait y avoir une Tilsoum qui fait monter des enfants dans le train. Voilà, il y a... Elle fait tellement de choses, au oui, fait. Oui, elle pas? fait tellement de choses. Et puis, sa vie, pendant une année, est un calvaire, mais elle a cette pudeur de ne pas dire tout ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et elle veut s'élever avec Dieu et surtout ne pas montrer du doigt et ne pas juger. Et sur scène, vous êtes deux, vous lisez toutes les deux. Est-ce que vous lisez réellement le texte ou bien le texte est dans votre tête? Le texte est dans notre tête, mais comment vous dire, Tilsoum ne fait qu'avoir les lettres dans ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle a ses lettres dans ses mains, ce qui compte, c'est le papier et l'écriture. Elle écrit avec les larmes de son corps et elle écrit aussi avec tout ce qu'elle ne pourrait pas dire. Elle le dit dans ces lettres-là. Elle veut aussi que ce témoignage soit vivant. Et il n'y a rien de plus vivant que les lettres, parce que la lettre a un pouvoir absolument incroyable qui est l'absence. C'est vrai. Et puis, il y a aussi quelques images que vous projetez dans la pièce. Oui. Les images sont projetées dans la pièce et il est vrai que ces images-là
sont des images de la vie d'Ethilsoum. On voit les lupins, jaunes et violets, on voit le père d'Ethilsoum, on voit les frères, on voit la famille réunie, on voit Micha, on voit Mécanicus qui était son ami, on voit toutes les personnes qui ont vraiment vécu dans ce camp. C'est la vraie vie donc d'Éti, c'est ça? C'est sa vie. Et le livre d'Éti a été publié en France, je crois, aux éditions Le Seuil en 1988. Non, c'est pas le... Oui, Le Seuil, oui, c'est la traduction de Monsieur le Noble. Monsieur Noble, Philippe Noble, pardon. D'accord. Et donc, il a été publié auparavant quand le livre je pense que c'est dans les années 80, je pense. Dans les années 80. Et comment est-ce qu'on a retrouvé le texte? Alors, ces textes ont été réunis par tous les amis d'Ethilsoum afin que voilà, ces lettres puissent voilà, porter ce témoignage haut et fort. Et surtout, ce texte a été acheté par Isabelle Adjani et elle, voilà, elle est la, comment dirais-je, celle qui détient les droits. Elle détient les droits de ce texte, Isabelle Adjani, qui est d'origine algérienne. Hein. Tout à fait, qui est une femme absolument formidable. Et tout à fait, c'est une femme extraordinaire à tout point de vue. Et vous, donc, Martine Lamsili, ce n'est pas votre première pièce? Non, moi je suis auteure aussi de théâtre, j'ai monté d'autres pièces, mais pas encore les miennes. Je suis en train de m'atteler à la dernière pièce que je viens de terminer, qui a été éditée aux éditions Fiacre. Chez Ninon de L'Enclos? Non, la dernière c'est L'Épistolière. C'est pas celle-là? Ah, L'Épistolière, d'accord. Voilà. Chez Ninon de L'Enclos, c'était en 2006. D'accord. Donc vous allez nous présenter toutes ces pièces. Alors la plus ancienne, donc c'est chez Ninon de L'Enclos. Chez Ninon de L'Enclos, qui était une courtisane au XVIIe siècle. Oui. Et qui recevait au 36 rue des Tournelles, dans le Marais. Elle recevait Jean de La Fontaine, Molière, tous les grands littérateurs de cette époque. Oui. Et d'ailleurs, Louis XIV était très jaloux parce que quand il rencontrait Madame de Sévigné, il demandait comment se porte Sa Majesté du Marais. Ah d'accord. Et est-ce qu'elle a été jouée, cette pièce? Pas encore. Pas encore, d'accord. Et elle a été éditée donc aux éditions de la librairie théâtrale. Tout à fait, c'est ça. Rue Marivaux à Paris. D'accord. Et la dernière alors, L'Épistolière? L'Épistolière a été éditée aux éditions Fiacre en 2012. Oui. Donc ça raconte l'histoire d'une juive allemande qui écrivait à son amant, c'est ça? Oui, c'était Rebecca Livner, une juive allemande qui écrivait à son amant entre 1895 et 1938, date de la nuit de cristal, et qui, avec ses lettres, pouvait raconter tout ce qui se passait autour d'elle, dans sa vie, et c'était une histoire d'amour épistolaire. Et vous avez quand même un lien privilégié avec ces histoires de lettres. Hein? Oui. Là où on va, oui. on trouve des lettres. Oui. Ça veut dire quoi, la lettre? Vous disiez tout à l'heure l'absence, mais oui. peut-être qu'il y a autre chose aussi? Alors je suis fascinée par l'art épistolaire, par la lettre, parce que, oui, je vous le disais tout à l'heure, la lettre a du pouvoir, et ce pouvoir, c'est l'absence. À partir du moment où une lettre est écrite, qu'elle ait été écrite la veille, ou il y a 3000 ans, elle a 3000 ans. C'est-à-dire qu'elle ressuscite sous les yeux d'autres lecteurs. Vous comprenez, dans la pièce L'Épistolière, il y a effectivement un homme en 2001 qui trouve ces lettres et qui va se les approprier, les lire et surtout écrire à cette femme pour lui dire qu'il est tombé éperdument amoureux d'elle dans ces lettres. Et donc la dernière date malheureusement de 1938. Il se passe un événement majeur, si je puis dire ainsi, un événement triste aussi. C'est la nuit de cristal. Et qu'est-ce qui s'est passé la nuit de cristal? Alors la nuit de cristal à Berlin, toutes les vitrines des Juifs ont été brisées et la guerre a commencé à partir de ces années-là, même si un antisémitisme était monté bien avant. Mais en 1938, il se passe quelque chose et Rebecca Livner le sent et va s'en aller. La rupture avec les lettres, c'est aussi la rupture avec cet homme parce qu'elle ne reçoit plus de courrier. Donc en fait, elle se demande où est cet homme. Elle lui écrit une lettre ultime, la dernière, et elle s'en va. Elle s'en va où? Ah, il faudra lire dans le livre. Il faudra donc lire L'Épistolière. Oui, mais oui. Je voulais juste revenir un peu sur cette période historique qui n'est pas très loin au fait, hein, dans le temps, mais on a tendance un peu à oublier un peu ce qui s'est passé quand même durant ces années noires quand même. Écoutez, 1938, c'est une date vraiment très importante parce que ce sont les prémices de la guerre.
Et beaucoup, à cette époque-là, partaient parce qu'ils avaient compris. D'autres pas. Et ceux qui ne partaient pas, c'était parce qu'ils se disaient que non, ça ne pouvait pas exister. Ça ne pouvait pas exister, ça ne pouvait pas arriver. Non, ça ne pouvait pas arriver. C'est incroyable quand même. Oui. Et c'est vrai, on peut les comprendre, parce que peut-être il y a eu déjà cette première guerre où les gens se sont dit jamais plus ça. Oui, jamais plus ça. C'est peut-être ça qui les a bernés un petit peu. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas... Peut-être qu'ils n'avaient pas de moyens aussi pour d'autres... un être humain ne peut pas croire qu'un autre être humain puisse avoir envie de l'exterminer. Ça ne peut pas entrer dans la tête encore aujourd'hui. Et pourtant, c'est arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas? Jusqu'à cette horrible année 1942 quand même, où ces barbaries se sont matérialisées. Absolument. Votre parcours, Martine Amsili, est impressionnant, hein, et vous venez au départ de Marseille. Avant d'arriver à Paris, vous étiez à Marseille. Oui, mais je suis née à Oran, en Algérie. Eh bien, Oran n'est pas très très loin de Marseille, même s'il y a une mer qui les sépare. Absolument. Est-ce que vous gardez des souvenirs d'Oran? Alors oui, parce qu'il y avait, pas loin de la rue des Jardins où je suis née, il y avait un théâtre. Et je suis née rue des Jardins, et mon père était musicien, était trompettiste de jazz, et il jouait au théâtre de Verdure à Oran. Donc j'ai des souvenirs, effectivement. Je suis venue à 4 ans à Marseille, mais j'ai quelques petits souvenirs encore à 3 ans, 2 ans, 3 ans. C'est le parfum du pays, c'est les odeurs, c'est les images d'un monde? Absolument. C'est vraiment, quand je vais au Maroc ou en Tunisie, j'ai l'impression d'être aussi en Algérie parce qu'il y a des odeurs, il y a des saveurs. Les odeurs sont un peu les mêmes que celles de l'enfance. Absolument. À Oran. Absolument. C'est magnifique. Et puis donc vous arrivez à Marseille et vous vivez pendant un moment à Marseille, et c'est là que vous allez donc aller au conservatoire, c'est ça? Oui, j'ai fait le conservatoire, et ensuite il a fallu que j'aille à Paris parce que c'était Paris, c'était la capitale, et c'était là que le théâtre devait avoir lieu. Donc je suis partie à Paris, j'ai quitté Marseille, et je me suis retrouvée à donner aussi des cours de théâtre, à écrire, à aller sur scène, à faire des tournées, à diriger plusieurs compagnies, parce que j'ai dirigé plusieurs compagnies jusqu'à aujourd'hui. Et à Marseille, quand même, il y a une ressemblance avec Oran. Il y a cette Méditerranée, il y a peut-être cette chaleur humaine. Absolument. Absolument. Marseille est une ville absolument magnifique. C'est là que vous passez un peu votre adolescence. Oui, absolument. Je passe mon adolescence. Et quels souvenirs vous gardez de ces années de Marseille? Alors, je garde les souvenirs de la mer, des bateaux qui passent. Je garde les souvenirs des calanques avec mes parents, ma famille, mes amis. C'est excellent. Et puis donc, quand vous venez à Paris, vous perdez un peu ce soleil, vous perdez un peu cette mer Méditerranée. Mais bon, mais vous avez en échange le théâtre. Oui, j'ai le théâtre. Effectivement, je perds le soleil et c'est pas le soleil en lui-même, c'est la lumière qui me manque. Parce que la lumière de Marseille est absolument incroyable et inoubliable. C'est la lumière de la Méditerranée. Hein? Oui, bon. C'est la lumière de la Méditerranée, mais plus que cela encore, c'est le cœur des Marseillais qui est grand. C'est bien dit, hein? Jusqu'à présent, le cœur des Marseillais est toujours grand. Et donc, vous allez jouer quand même dans plusieurs pièces, Molière, Musset, Kipling, Tchekhov. Oui. Oui, j'aime beaucoup les personnages, et j'aime beaucoup le théâtre classique. J'aime le texte, je pars toujours du texte, du mot. J'aime la substance des mots, j'aime vraiment donner des inflexions, j'aime que la technique soit là, vraiment, toujours. Vous êtes passionné de littérature, hein, on le sent bien sûr. Hein. Et puis vous faites des apparitions à la télévision, au cinéma. Oui, quelques petites apparitions au cinéma, très peu, parce que le théâtre me proposait des choses tellement incroyables que j'en oubliais le cinéma. Mais j'aimerais bien faire du cinéma aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, vous pensez que vous pouvez aller donc vers ce 7e art, parce que le théâtre, quand même, aujourd'hui, c'est un peu votre maison, hein, vous la connaissez, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que pour moi, le théâtre, c'est le texte. Et dans le texte, on peut vraiment faire un travail délicieux. On peut aller au bout d'un personnage, on peut approfondir les choses. Au cinéma, on n'a pas beaucoup de temps. Tandis qu'au théâtre, on peut travailler pendant des heures, on peut aller vraiment au plus près du personnage, et surtout,
en allant en profondeur dans le texte, ce qui est formidable, c'est qu'on ne joue pas au premier degré, on peut aller dans les subtilités. Et le théâtre, comparativement donc à la télévision, au cinéma, c'est plus difficile, c'est plus physique peut-être? Le théâtre est plus difficile, absolument. Il est plus difficile parce que, vous savez, entre le cinéma et le théâtre, quand vous allez voir un film, par exemple, vous vous asseyez, vous regardez le film, vous savez que ce film-là, vous pouvez le revoir. Ça, c'est vrai. Vous pouvez le revoir, donc vous pouvez vous endormir, ce n'est pas trop grave. Mais au théâtre, si vous ratez quelque chose, vous savez que si vous revenez le lendemain, vous ne verrez pas la même chose. Donc effectivement, le théâtre a quelque chose d'éternel. Très bien, donc on fait juste une pause publicitaire et on revient au débat. On revient donc au débat avec la comédienne et dramaturge Martine Amsili. Donc Martine Amsili, on parlait donc de théâtre bien sûr et on disait donc que vous enseignez la technique du jeu verbal, la lecture à haute voix et donc cette lecture avait ses spécificités, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Je me suis rendu compte que nous autres comédiens avions des difficultés à la lecture à haute voix. Et donc voilà, j'ai mis en place cette méthode afin que nous puissions travailler, avant d'apprendre un texte par cœur, sur, bien entendu, la trajectoire verbale, la diction, la respiration, le maintien, le style. Et donc, vous allez une nouvelle fois donc, enseigner tout ça, je crois, du mardi 11 février au samedi 1er mars. Tout à fait. Il y a un stage qui va démarrer le 11 février jusqu'au 1er mars, qui s'adresse à toutes les personnes qui prennent la parole en public aussi, puisque je n'enseigne pas juste aux comédiens, j'enseigne à toutes les personnes qui prennent la parole en public. Et cette formation s'appelle donc la technique du jeu verbal. Et donc, les gens qui peuvent être intéressés par cette formation peuvent appeler un numéro, je crois, c'est le 06 12 38 07 84. Oui, donc tout à fait. 06 12 38 07 84. Et donc, vous disiez, il y a plein de gens quand même qui suivent cette formation, je crois savoir, même des gens des médias. Oui, tout à fait. J'enseigne à des journalistes, j'ai enseigné aussi à quelques députés, j'ai enseigné à des avocats et bien sûr à des comédiens. Et donc, vous disiez des hommes politiques, des hommes des médias. Et en quoi cette formation va-t-elle les aider? Alors, elle va leur apprendre la fluidité du texte. Comment partir d'une attaque, aller à une finale, comment maîtriser ses attaques, comment soutenir ses finales, comment projeter sa voix dans l'espace, comment donner des inflexions justes, comment trouver le mot de valeur. Et dans la phrase qui est mobile dans l'espace, on arrive à donner quelque chose d'intelligible. Et est-ce qu'ils apprennent aussi une forme de gestuelle en parlant, en s'adressant à l'autre? Absolument. La gestuelle vient du texte. Et ces textes, alors, vous les choisissez, il y a un peu de tout. Pour la saison 2013-2014, oui. Il y a même du Charles Baudelaire. Oui, il y a de la poésie, il y a aussi de la littérature, il y a également des fables, il y a également des récits. Jean de La Fontaine, voilà. Oui, des récits journalistiques. En fait, je mets au service des comédiens, des lecteurs, des textes dans les différentes formes d'écriture afin que les participants puissent aller d'un texte à un autre et travailler justement les difficultés de l'auteur qui sont, bien entendu, le style de l'auteur. Et donc, ça prend quand même un temps, hein, c'est presque 20 jours, n'est-ce pas? Oui, c'est un travail à la table très intense, avec un travail en profondeur sur le texte. Et comment vous procédez alors, hein? C'est chaque jour plusieurs textes ou un seul? Alors, nous commençons à lire déjà dans un premier temps. Ensuite, nous comprenons le texte et nous parlons de l'auteur, parce que l'auteur est très important. Ensuite, quand nous avons compris où l'auteur voulait nous conduire, nous partons du texte et du moment où l'auteur nous a laissé ce texte pour perdurer l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, nous passons d'un lieu, d'un endroit à un autre. Nous passons d'une voix à une autre, d'un sentiment à un autre,
Et c'est toujours en groupe ou bien vous faites personne par personne? Il m'est arrivé de donner des cours particuliers, mais je donne aussi des formations avec des groupes de 10 personnes. 10 personnes. Et donc, si par exemple, vous avez Lettres à la jeunesse d'André Chédid, comment ça va se passer? Encore une histoire de lettres. Oui, alors j'enseigne aussi l'art épistolaire parce que on ne très lit bien. pas une lettre comme on lit un roman ou comme on lit une fable de La Fontaine. Le ton n'est pas le même et on ne prend pas un texte de la même manière selon s'il s'agit de poésie, de Baudelaire, de Molière ou de Racine. C'est totalement différent parce que chaque auteur a sa grammaire propre, chaque auteur aussi a son style. Bien sûr. Et donc, dans le cas d'André Chédid, qu'est-ce qu'elle aurait de différent, de particulier, de spécifique, par exemple? Alors, dans André Chédid, cette lettre est une lettre qu'elle adresse à tous les artistes. Tout simplement en leur disant, voilà, si vraiment vous voulez être un artiste, cherchez en vous-même. Moi, j'ai lu Rilke. Cherchez en vous-même, comme le dit Rilke, et vous verrez que vous trouverez. C'est toujours important de chercher à travers déjà son parcours, sa personne, son âme, à l'intérieur de soi-même. Oui. Le théâtre aide quand même ce processus à se faire. Les gens qui viennent vous voir se posent nécessairement des questions. Les gens qui ont vu donc ces lettres de Westerbork ne manqueront pas de se poser des questions sur l'existence humaine, sur des choses qui se sont passées et dont on a peur qu'elles reviennent. Oui, et puis les écrits restent, dit-on. Les paroles ont l'air de s'envoler, mais les écrits restent. Donc il est évident qu'une lettre marque à tout jamais. Elle marque dans la mémoire, elle marque dans nos propres veines, elle marque dans la chair, elle marque aussi parce que au moment où l'auteur ou l'écrivain mettait en place cette lettre, il se passait quelque chose. Et nous, quand nous la lisons, cette lettre, nous nous rendons compte que nous partons de cette lettre là où l'auteur l'a laissée et nous pouvons justement raconter cette histoire d'une autre manière, mais dans le sens de l'auteur. Et il y a donc des voyages que vous faites aux gens qui viennent se prendre cette formation. Vous les faites voyager à travers les époques, à travers les personnes, à travers les genres littéraires. Absolument. Là, je vois par exemple, vous avez une lettre prière anonyme. Oui. Elle est trouvée dans une église à Baltimore. Oui, oui. Et je crois avoir lu cette lettre. Il y a un café à Paris qui placarde cette lettre. Elle est très très forte, cette lettre. Absolument. C'est une lettre éprouvante, une lettre vraiment anonyme. Et ce qu'elle a aussi, cette lettre, parce que bien entendu, les textes que je choisis sont des partitions à déchiffrer, des partitions musicales, parce que dans les mots, il y a de la musique. Et les personnes qui vont s'atteler à la technique du jeu verbal vont pouvoir non seulement donner une musicalité de l'auteur, mais encore découvrir des textes et se cultiver. Et dans cette lettre, au fait, il y a une leçon de vie. Absolument. C'est vraiment une façon de guider l'individu vers l'essentiel, je dirais, où le type qui a écrit cette lettre, je ne sais pas s'il est vraiment anonyme ou bien il s'est effacé, et nous dit aussi justement d'aller dans la mesure dans chaque chose, n'est-ce pas? Tout à fait. D'ailleurs, l'épistolier s'efface toujours. Il marque sa personnalité et s'efface lors de la lecture qui n'est pas faite pour lui, elle est faite pour un autre. Donc de toutes les manières, il s'efface. Là, dans cette lettre, il s'est effacé, mais en plus, on n'a pas son nom. Ceux qui s'effacent ont un nom, signent leur lettre. Celui-là n'a pas de nom. Peut-être il avait le désir de tout dire en une lettre assez réduite et de ne plus parler. Parce que, à tout point de vue, il nous donne vraiment des recettes, y compris à propos des religions, n'est-ce pas? Alors là, la première phrase, je me souviens de cette lettre qui dit « Chemine tranquillement au milieu du vacarme et de la hâte et souviens-toi de la paix que l'on peut trouver dans le silence. » Extraordinaire. C'est magnifique. C'est vraiment extraordinaire. Et puis donc, vous travaillez aussi sur la lecture de Proust. Oui. Tout à fait. Là, c'est plus compliqué, non? Alors, on croit que Proust est compliqué, mais vous savez, plus les textes ont l'air compliqués, et plus ils sont faciles. Comment ça? Comment se fait-il? Proust fait de très longues phrases, par exemple. Oui, et c'est dans ces longues phrases que nous apprenons à lire, nous autres comédiens.
Oui, mais peut-être que le sens peut nous échapper aussi. Non, ou bien le sens nous n'arrivons nous pas à le prendre. Je me demande, c'est tout. Hein. Écoutez, chaque morceau littéraire, bien entendu, a une histoire. Voilà. D'abord l'histoire de l'auteur, bien entendu, et ensuite l'histoire des personnages. Là, il est question chez Proust de parler du dernier livre qu'il est en train de lire et de cette passion qu'il a pour la littérature. Et il raconte comment cette dernière page étant lue, ce qu'il va se passer. Et il dit, mais quoi? Ces personnages, ce n'était que cela? C'est-à-dire que moi, je me suis attachée à eux et aujourd'hui, ils m'échappent. Ils ferment le livre et les personnages disparaissent. Et ça, c'est absolument magnifique. Donc, en fait, il y a toujours une histoire dans l'histoire. Il y a aussi ce jeu sur le temps qui s'enfuit, mais en même temps qui emprunte des spirales. Hein. Ça, c'est toute l'œuvre de Proust. On est à la recherche de ce temps-là, oui, dans bien des cas. Proust a un problème avec le temps. Il lui échappe. Et à la recherche de ce temps perdu, on sait très bien que quand on cherche, on ne trouve rien. Et on ne rattrape rien non plus. Le temps nous échappe. Mais en même temps, on se demande s'il a une seconde ou s'il a 1 milliard d'années. Mais qu'importe. 1 milliard d'années peut être une seconde et une seconde peut être 1 milliard d'années. Donc une éternité. Une éternité. Si c'est 1 milliard d'années, donc c'est une éternité. C'est une éternité. Il peut encore se prolonger. Absolument. Et vous avez aussi donc toujours dans ces textes que vous faites travailler, hein, donc un texte d'Alfred de Musset, La nuit d'octobre. Tout à fait, tout à fait. C'est un texte magnifique autour de Musset et bien sûr sans oublier la femme qu'il a tant aimée, George Sand. Et il raconte à la muse qu'il a souffert, mais que la souffrance fait partie de l'amour. Il y a aussi Charles Baudelaire, Élévation, donc il y a de la poésie, des lettres, du roman, même des contes. Oui. Et donc les gens qui viennent, et quand vous leur parlez de Charles Baudelaire, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne vous disent pas, ça c'est pas du théâtre par exemple? Ah, pas du tout, parce que vous savez, vous pouvez très bien tomber sur une pièce de théâtre injouable, parce qu'aucune dramaturgie, et vous pouvez très bien tomber sur un morceau de littérature absolument magnifique, avec des personnages, avec rien n'est en forme pour le théâtre, même si on l'a décidé. C'est-à-dire que la dramaturgie est quelque chose de pas facile, et que quand elle existe, je vais chercher au cœur de ces textes la possibilité pour des acteurs, pour des comédiens, de pouvoir lire et surtout de pouvoir donner quelque chose de fort, que ce soit de la poésie ou que ce soit du théâtre. Dans, par exemple, La jeune veuve de Jean de La Fontaine, il est question d'une jeune veuve, il y a un personnage, on parle du père, on parle bien sûr de la jeune veuve, et on parle du défunt mari, hein, qui est un vieux monsieur, et là il y a 3 personnages, et pourtant ça n'est qu'une fable de La Fontaine. Mais quelle fable! Exact, et puis donc il y a 2 textes de Racine, je crois, que vous travaillez. Alors, pas de texte, de scènes. De scènes, d'accord, d'accord. Donc c'est toujours Racine. Bérénice. Bérénice. Et alors, comment est-ce que vous faites travailler donc ces 2 scènes? Alors, je fais travailler Bérénice, bien sûr, le personnage principal, puisque Racine est parti de Bérénice, et je fais travailler Titus également. Et ce sont 2 personnages, comme on le sait, qui se sont aimés, mais qui doivent se séparer parce que Titus devra être roi, puisque son père Vespasien est mort. Donc, comme Bérénice n'est pas une Romaine, la loi lui interdit d'épouser Titus, et elle devra retourner en Palestine. C'est un drame qui se joue alors. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Et vous avez aussi des lettres de Montesquieu. Alors, lettres persanes, lettres de Reka Haredi. Oui. Et ces lettres aussi, qu'est-ce qu'elles racontent? Elles parlent de la mode. Et la mode qui a lieu d'un jour à l'autre et qui fait monter et descendre les coiffures, comme voilà sous Louis XV. Il y a vraiment un bon choix de textes. Et à la fin de cette formation, qu'est-ce qui se passe alors? Les gens, ils sont satisfaits? Je l'espère. En tout cas, on ne peut pas ne pas être satisfait avec des textes comme ceux que nous avons dans notre littérature française. Et il est vrai que nous trouvons une richesse là où la richesse n'a plus lieu aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous travaillons d'une autre manière. C'est-à-dire que la technique n'est plus enseignée au théâtre, très peu.
Et il est vrai que nous travaillons beaucoup plus des scènes de cinéma, le cinéma, la télé-réalité, et nous ne faisons plus notre métier, parce que notre métier, c'est d'aller sur des textes classiques, parce que à cette époque-là, on écrivait parce que c'était la musique qui devait avoir lieu, on écrivait à l'oreille. Aujourd'hui, les textes n'ont plus de musicalité, ils ont le sens du parler de tous les jours, mais ils n'ont plus cette poésie, ce lyrisme. Et c'est pour ça que moi, je vais chercher ces textes-là pour dire aux comédiens, il faut vous enrichir et il faut que la technique ait lieu. Et elle a lieu dans ces textes-là. C'est bien dit, peut-être que même aujourd'hui, les textes dont vous parlez sont un peu formatés. Peut-être qu'on essaye de donner un peu en petite dose, des ingrédients qui marcheraient par ailleurs, donc qui perdraient automatiquement un peu d'originalité, non ? Non, il ne perdrait pas d'originalité. C'est-à-dire qu'on peut très bien travailler des auteurs contemporains, modernes, ça ne me pose aucun problème. Mais avant de passer à cette modernité, il faut aller travailler des textes classiques. Parce que c'est avec les textes classiques que l'on se rapproche de la modernité et non pas le contraire. Quand nous travaillons, nous sommes danseurs ou chanteurs, nous allons acquérir une technique. C'est la même chose pour les textes. C'est la même chose pour l'acteur. Et il faut aller vers les pionniers. C'est le cas de Molière. Donc, vous travaillez aussi la gloire du Val-de-Grâce. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Ah, le Val-de-Grâce, il est d'actualité pour les Algériens. Oui. Mais bon, c'est une autre actualité. Alors, ce texte, la gloire du Val-de-Grâce. Alors, c'est un texte qu'a écrit Molière pour son ami Mignard, qui a fait les peintures d'un dôme absolument magnifique. Un dôme biblique avec des personnages de la Bible. Je crois qu'il y a 366 personnages. Et là, effectivement, comme la reine ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a été priée, elle a eu un enfant et elle a fait ériger ce Val-de-Grâce, cette belle église absolument magnifique que l'on peut visiter. Et il est vrai qu'à 5 ans, Louis XIV a posé la première pierre avec sa maman. D'accord, donc je disais pour les Algériens, il s'agit de l'hôpital. Et Molière, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Ah, tout, le patron. C'est le patron du théâtre, on peut dire comme ça? Il est nommé ainsi à la Comédie Française, donc c'est le patron. C'est le patron, on ne peut pas avoir un meilleur ambassadeur que Molière. Et pendant des années, il a fait du théâtre. Pendant des années, il n'a vécu que pour le théâtre. Ah oui, il est né pour le théâtre et il est mort pour le théâtre. C'est un destin extraordinaire. Oui. Après, il y a d'autres aussi, dont vous avez joué les pièces, qui ont un cheminement un peu semblable. Tchekhov, par exemple. Tchekhov ou Marivaux, ou Marivaux. Pinter, qui est un auteur absolument de contemporain, qui nous a quittés en 2005, prix Nobel de littérature, Harold de Pinter. J'ai monté la collection de Harold de Pinter au Théâtre des Chargeurs. C'était vraiment une pièce, c'est un écrit absolument incroyable, avec des silences immortels, avec un texte très fort, un peu à la Hitchcock, avec des silences... à chaque passage où on se demande ce qui se passe. Voilà. Tchekhov était amoureux des mots aussi, très grand nouvelliste. Très grand nouvelliste, absolument. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre en scène une nouvelle, une seule? Oui, on peut. Ça s'est déjà fait pour Tchekhov? Pour Tchekhov, ça s'est déjà fait, bien sûr. On a fait vraiment beaucoup de choses autour de son théâtre, Les Trois Sœurs, ou... ça s'est déjà fait. Ça s'est déjà fait, bien sûr. Et pour Kipling, alors, dont vous avez joué aussi? Alors, Kipling, ça c'est encore un autre auteur. Là, on passe il vraiment... n'est pas très loin de ce registre de lettres. Oui, nous avions créé des histoires comme ça. Voilà, de Kipling, deux exploratrices. C'était très intéressant. Ces auteurs sont absolument... prodigieux. Voilà. C'est les grands classiques dont on ne peut pas s'en passer, même aujourd'hui? Même aujourd'hui. Ils sont là avec nous. Ce sont des diables d'auteurs, parce qu'ils sont encore là. Des diables d'auteurs, c'est bien dit. Et vous, donc, vous êtes comédienne, dramaturge, et aussi directeur d'acteurs. Comment est-ce que vous voyez le théâtre aujourd'hui en France? Alors, ce que je déplore au plus haut point, c'est que ça se dégrade. C'est-à-dire que, on ne part plus d'un texte aujourd'hui,
on part de la vie propre de chacun et le texte n'a plus sa place parce qu'on ne sert plus les auteurs aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est qu'on se sert d'un auteur pour faire de la mise en scène, alors que la direction d'acteur est préférable pour que la pièce puisse avoir lieu. Aujourd'hui, on veut absolument faire de la mise en scène. C'est important de faire de la mise en scène et tout disparaît. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment de voir un comédien passer de lui à un autre et non pas rester en lui-même, c'est-à-dire le travail de la métamorphose. C'est important la métamorphose, on ne doit plus reconnaître les personnes sur scène. Si on reconnaît un comédien dans la rue et qu'on le voit sur scène et qu'on a l'impression de ne pas être passé de la ville à la scène, c'est un peu dommage. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment de création artistique? Oui, plus que cela, de travail sur le texte et sur la qualité, la psychologie du personnage. C'est ça qui fait que tout à coup, et puis la progression des sentiments. Un personnage qui entre sur scène, il ne va pas entrer sur scène s'il doit entrer 3 ou 4 fois de la même manière, parce qu'il y a une progression des sentiments jusqu'à la chute de la pièce. Est-ce que le désir d'être loufoque sur scène ne prend pas le dessus sur beaucoup de pièces aujourd'hui Bien entendu, en France? Bien entendu, quand on regarde Jean Piat ou Michel Bouquet, on voit que ces deux comédiens ont deux qualités qui pour moi me semblent essentielles, c'est la pudeur et l'humilité. Aujourd'hui, il n'y a plus ces qualités chez les comédiens et c'est ce qui est un petit peu désespérant parce qu'on veut absolument faire du voyeurisme, faire une espèce d'ostentation, parfois parler un peu plus fort. Parfois, certaines pièces, toujours dans la même projection, utilisent aussi l'actualité politique toute récente dans un certain désir peut-être d'être en phase avec ce qui s'écrit dans les journaux, ce qui se publie ici et là. Écoutez, moi je n'entre pas dans ce genre de choses parce que ce qui m'intéresse c'est la création, c'est l'art. Je veux que le spectateur qui vient me voir non seulement apprenne quelque chose de l'histoire, mais que nous ne jugeons personne et nous ne montrons du doigt personne. Au théâtre, on donne à voir, on ne montre pas et j'essaie de rester dans cette ligne. En tout cas, c'est une belle ligne, mais est-ce que c'est plus facile d'être dans ce genre où quand même la création est plus difficile, ou bien est-ce que parfois certains metteurs en scène, dramaturges, sont acculés à faire d'autres genres, peut-être pour exister? Oui, bien sûr, pour être originaux, ils ont besoin d'aller au plus haut, au plus fort, au plus scandaleux. Et effectivement, ça peut donner des choses un peu lamentables, mais c'est ainsi, c'est la mode. Alors voilà, moi c'est ce que je n'aime pas, mais je peux comprendre que d'autres aient envie de faire autre chose. Mais ce n'est pas du tout ce que je prône pour le théâtre. Oui, ce n'est pas votre vision du théâtre. Et si je vous disais par exemple, ces 10 dernières années, quelles sont les pièces qui vous ont marqué, en dehors de celles où vous êtes, vous? Vous pouvez nous dire un petit peu? Écoutez, j'avais vu un Marivaux il n'y a pas très longtemps encore, oui, qui se jouait chez Colette Nucci au Théâtre 13. Je ne me souviens plus du Marivaux, c'était une petite compagnie bretonne qui ont vraiment donné une pièce absolument délicieuse, avec un raffinement hors du commun. Et ça m'a marqué, je n'ai plus jamais rien revu d'aussi beau. Ça vous a marqué comment, je veux dire, puisque le texte n'est pas nouveau? C'est l'interprétation? Oui, l'interprétation, le travail qui avait été fait autour de l'auteur, les comédiens qui donnaient leur texte d'une manière... on n'entend plus les comédiens aujourd'hui, ni au théâtre, ni au cinéma, ils ne projettent pas leur voix. Ces comédiens-là avaient une diction parfaite. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites « ils ne projettent plus leur voix, on ne les entend plus », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une voix doit être projetée dans l'espace. Vous voyez, si je vous parle, je projette ma voix. Là, je ne la projette pas parce que c'est à la télévision. Mais si je dois parler sur scène, je vais projeter ma voix dans l'espace. D'accord. Et là, parce que la voix est mobile dans l'espace, si vous ne faites pas un travail interne, vous ne pouvez pas projeter votre voix. Vous restez avec vous-même et vous restez avec un texte que vous n'avez pas travaillé. Vous voyez ça ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc les comédiens qui arrivent aujourd'hui et qui viennent faire du théâtre, ils sont tous sortis d'une école?
Ou bien il y a des exceptions? Écoutez, il y a des exceptions. Il peut y avoir de très très bons comédiens. Je ne dis pas que tous les comédiens aujourd'hui dans notre pays, mais ça se dégrade beaucoup. Mais il y a heureusement de très très bons comédiens encore dans notre pays, Et heureusement. pourquoi vous dites que ça se dégrade? C'est la formation elle-même qui est à remettre en cause ou bien c'est d'autres paramètres? Oui, il y a beaucoup de one-man show, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font en improvisation et ça n'est pas du théâtre. Parce que le travail d'un comédien, le métier d'un comédien, c'est de passer de lui à un personnage et non pas de venir raconter sa propre vie. Parce qu'il ne va pas vers la métamorphose. Donc en fait, effectivement, il y a énormément de cours qui donnent des improvisations. Et ça, pour moi, ça n'est pas du théâtre. Et les imitateurs qui travaillent à la radio, à la télé, qui essayent quand même de concilier l'humour et l'actualité, ce sont des comédiens pour vous? C'est une forme de théâtre? Non, c'est Non. tout autre chose. C'est tout autre chose. Mais il y a de très jolies voix à la radio que j'aime écouter. Voilà. Bien sûr, il y en a tellement, effectivement, vous avez raison. Et vous parliez tout à l'heure du one-man show. Il y a Oui. aujourd'hui le one-woman show. Oui, le One Woman Show, bien sûr, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de comédiennes qui tentent Absolument. le genre Oui. et qui apparemment le réussissent bien. Oui, écoutez, il y a des personnes que j'aime écouter, d'autres. Moi, ce que je n'aime pas, c'est la vulgarité. C'est tout ce qui voilà, c'est tout ce qui m'indispose. Je n'aime pas aller voir des spectacles où la vulgarité est là du début à la fin. Je vous comprends et vous avez certainement raison. Et donc cette pièce Lettres de Westerbork, vous jouez avec Emmanuelle Galabru. Vous pouvez nous dire quelques mots à propos de cette actrice qui joue très très bien son rôle. Je crois savoir qu'elle ne pouvait pas venir à l'émission, qu'elle avait des choses qui ne la disposaient pas donc, pour qu'elle soit présente. Alors, j'ai pas voulu la déranger. Je sais qu'elle est très occupée en ce moment, donc je n'ai pas voulu la déranger. Et elle, donc, vous travaillez avec elle depuis longtemps? Oui, ou bien depuis 2 ans, je Depuis travaille 2 avec ans elle. Sur d'autres pièces aussi? Sur celle-là, Sur celle-là, pour oui. l'instant. Pour l'instant, c'est uniquement cette pièce, mais vous faites un beau duo, donc vos voix se superposent et donnent une musicalité, ils donnent même de la poésie. Et pourtant, le texte est terrible. Il raconte, encore une fois, la barbarie humaine. Tout à fait. Emmanuelle est avec moi sur scène et c'est une comédienne absolument magnifique, pleine d'humanité et je m'entends très très bien avec elle. On le sent très bien, on sent que vous êtes en concordance, qu'il y a une harmonie dans votre travail et le sien. Hein. Nous formons une seule alors que nous sommes 2. Alors que vous, donc cette Iti, vous disiez tout à l'heure, pouvait être plusieurs, pas seulement 2. Oui, elles peuvent, bien sûr, Iti Ilsoum, on peut la voir dans plusieurs manières de dire les choses et surtout dans plusieurs endroits du camp, hein, parce qu'elle avait beaucoup de tâches journalières à effectuer. Et vous, donc, après cette pièce, vous avez quelque chose à faire tout de suite au théâtre, mis à part cette formation, donc, qui, je rappelle, donc, va se dérouler du mardi 11 février au samedi 1er mars. Et ça se déroule où exactement d'ailleurs? Ça va se dérouler à la paroisse Notre-Dame de Bonne Nouvelle, dans le 2e arrondissement. D'accord. Et donc je disais peut-être que vous aviez des projets donc, immédiats ou même plus loin dans le temps. Oui, toujours. les Pistolières. Je voudrais je voudrais créer cette pièce. Voilà, je vais devoir. C'est en voie. C'est en voie, oui. C'est en projet. Et ça sera donc joué par plusieurs acteurs? Il y a 2 comédiens. Il y a 2 comédiens. C'est 2 personnages. 2 personnages. Maxime et Rebecca Livner. Peut-être que vous serez Rebecca, non? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Je ne sais pas encore. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Martine Amsili, peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot? Écoutez, j'étais ravie d'abord de faire votre connaissance. Je voudrais vous remercier d'être venu voir ma pièce. Cela m'a beaucoup touchée et je suis ravie aussi d'être là avec tous les berbères de France et d'ailleurs. Je vous en prie, donc vous portez un prénom berbère, hein, Amsili, et je vous dis bonne continuation. Merci. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir entendus. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.